Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce club de 28 minutes avec ce soir une brochette de clubistes sélectionnés avec le plus grand soin, journalistes, essayistes, dessinateurs. Ils vont disséquer l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, la Première ministre Elisabeth Borne qui a fini par se résoudre à déclencher l'article 49.3 hier pour faire adopter sans vote sa réforme des retraites, le tout dans une ambiance électrique à l'Assemblée. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Déni de démocratie pour l'opposition, cette décision a provoqué des rassemblements spontanés, parfois violents dans le pays, et donné un second souffle au mouvement social. Les syndicats annoncent de nouvelles mobilisations. La contestation est-elle partie pour durer et se radicaliser? Nous évoquerons aussi le spectre d'une crise financière mondiale. Les bourses européennes ont dévissé cette semaine à cause des difficultés d'une énorme banque internationale, le Crédit Suisse, secouru en urgence par les autorités du pays. Après la faillite de la banque américaine SVB, c'est la seconde alerte en quelques jours. Va-t-on vers un krach financier? Puis Claude Askolovitch nous racontera son histoire de la semaine. Il sera question d'une guerre de la bière au cœur de l'Afrique. Enfin, nous accueillerons notre invitée de la semaine, conservatrice du patrimoine. Aurélie Samuel est notamment spécialiste de l'histoire de l'art japonais. Elle signe la préface du catalogue de l'exposition Kibono qui se tient au musée du Quai Branly à Paris. Un hommage à ce vêtement apparu il y a plus de 1000 ans, emblématique de la culture japonaise, mais aussi de la mode contemporaine. C'est dans le club de 28 minutes et c'est tout de suite. Sonia Kironi. Bonsoir Renaud. Quel bonheur. Chaque fois renouvelé. Mais bienvenue à vous, Sonia. Ravi de vous retrouver. Merci. Et Frédéric Saïs, bonsoir Renaud. Ce soir de Radio France, rappelons-le. Absolument. Bienvenue Frédéric. Et voici le trio que je vous propose ce soir. Bienvenue à nos clubistes. Bienvenue à tous les trois. Avec d'abord un petit nouveau, Arthur Chevalier. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Bonsoir Renaud. Vous êtes historien, éditeur et chroniqueur au point. Bienvenue à vous. À vos côtés, Rokhaya Diallo. Bonsoir Rokhaya. Bonsoir. Vous êtes journaliste, autrice, réalisatrice, éditorialiste pour le Washington Post. Et puis, au loin là-bas, je crois reconnaître, c'est ça, je reconnais son sourire, sa bonne humeur, sa joie de vivre. Jean Quatremer, c'est ça? Bienvenue, Jean, correspondant européen de Libération. Matin. Quel correspondant? À Bruxelles. Et au pupitre, notre ami Louison. Ça va, Louison? Ça va très bien. Ravi de vous retrouver. Louison, dessinatrice, bien sûr. C'est d'ailleurs l'une des raisons essentielles pour lesquelles on vous a invité ce soir. Rappelons votre bande dessinée, Marilyn, dernière séance, d'après le livre de Michel Schneider, bande dessinée qui est publiée aux éditions Futuropolis. Bienvenue à tous. Tout de suite, on attaque avec le premier dossier de la semaine. Frédéric, c'est la menace financière qui se précise. Oui, avec des inquiétudes et des montagnes russes sur les marchés financiers cette semaine, après la faillite de la banque régionale américaine SVB, et puis des doutes qui ont émergé sur la solidité du Crédit Suisse, la deuxième banque du pays. Résultat, une tempête boursière qui a touché les valeurs bancaires toute cette semaine et qui a obligé les grandes institutions financières à communiquer, à rassurer. Alors, le Crédit Suisse a obtenu un prêt en urgence de 50 milliards d'euros. Tout cela a réconforté un peu hier les marchés provisoirement, même si aujourd'hui c'est plus compliqué. Jean Quatremer, est-ce qu'il faut craindre une crise financière? Est-ce qu'on est dans un scénario similaire à celle qui avait touché le monde entier en 2008? Non, c'est pas la même chose, parce que d'abord la Silicon Valley Bank était concentrée sur un secteur très particulier, qui était celui des prêts à la tech et aux cryptos, que ce n'est pas des produits financiers auxquels personne ne comprenait. Hein. Vous vous rappelez les subprimes qui ont entraîné les faillites en cascade. Simplement, il y a eu en même temps un mouvement de remontée des taux par les banques centrales européennes, américaines, japonaises, etc., qui fait qu'une partie des actifs que détenait la banque ont perdu en valeur, parce que c'est un peu compliqué. En gros, quand les taux d'intérêt remontent, les obligations, par exemple les bons du Trésor que vous avez, perdent en valeur. Voilà, se dévaluent. Et donc, c'est à cause de ça que SVB a fait faillite. Le Crédit Suisse, c'est une autre affaire. C'est une banque qui a des problèmes depuis plusieurs années et ça intervient... Alors, on se dit, oui, mais c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose, parce que simplement, ça intervient dans un moment de défiance des marchés. Vous savez, les marchés sont moutonniers. Et ça, c'est plus inquiétant, y compris pour l'Europe, justement, le Crédit Suisse, le cas du Crédit Suisse? Non, parce que d'abord, ils ne sont pas dans l'union bancaire. Depuis 2008, je signale qu'on a créé
créé une union bancaire européenne qui font que les banques sont sous surveillance. Donc on sait exactement si les banques sont fragiles ou ne sont pas fragiles. On le sait. Ce n'est pas du tout la situation de 2008. En plus, le Crédit Suisse n'a pas fait faillite, contrairement à Lehman Brothers, parce que je vois bien que vous pensez à Lehman Brothers. La banque américaine de 2008. Voilà, qui le 15 septembre 2008 fait faillite parce que les autorités américaines décident de ne pas la sauver pour faire un exemple. Et là, tout le monde a compris. Il ne faut pas faire d'exemple parce que les marchés, c'est vraiment des marchés, ils sont moutonniers et ils suivent ce que font les autres traders dans les salles de marché. Donc je ne crois pas qu'on soit à la veille d'une crise bancaire et financière. Mais la question que je trouve fondamentale, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces banques? Alors, comment est-ce plus possible qu'on recommence avec des faillites? Jean Quatremer s'est donc efforcé de nous rassurer et de rassurer les marchés au passage. Ce n'est pas le seul, Frédéric. J'ai tout vendu. Avant Jean Quatremer, il y avait eu Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne. Nous surveillons de près les tendances actuelles du marché et restons prêts à réagir si nécessaire pour préserver la stabilité des prix et la stabilité financière dans la zone euro. Et je pense que le secteur bancaire est actuellement dans une position beaucoup plus solide qu'en 2008. Voilà, évidemment, les marchés financiers, c'est aussi de la psychologie. C'est pour ça que Christine Lagarde tente de rassurer les investisseurs. On se souvient, Arthur Chevalier, des mots également de Mario Draghi, le prédécesseur de Christine Lagarde, en 2012, qui avait quasiment évité une crise de la zone euro avec une seule phrase, le fameux « quoi qu'il en coûte », déjà à l'époque, « whatever it takes » en VO. Selon vous, aujourd'hui, les dirigeants des institutions financières internationales sont devenus plus puissants que les responsables politiques, en tout cas plus influents? Je pense que c'est assez évident qu'ils ont une importance majeure. En tout cas, de leur parole dépend effectivement la bonne santé du système. En l'occurrence, dans le cas de cette crise-là, je crois que le signal envoyé par la Banque centrale hier est très clair, c'est-à-dire qu'après la crise du Crédit Suisse et après la crise en Californie, c'est on ne change rien, la hausse des taux continue, puisqu'évidemment on oublie parfois que la hausse des taux d'intérêt, ça touche les particuliers, mais ça touche aussi les banques, comme vient de le rappeler Jean Quatremer. Donc en fait, quand les banques centrales décident d'élever radicalement les taux d'intérêt, elles savent parfaitement qu'elles mettent en difficulté les propres banques, y compris d'ailleurs les 30 banques too big to fail, trop grosses pour s'effondrer. Donc on va dire qu'elles jouent à un jeu non pas dangereux, mais très serré, effectivement, en les mettant à l'épreuve, au prix évidemment de la réduction de l'inflation. Roukaya Diallo. Disons que je suis quand même sensible, même malgré ce qu'a dit Jean Quatremer, aux mots de l'économiste Muriel Robini, qui est un économiste américain qui est considéré comme l'un des rares qui avait annoncé la crise de 2008, qui dit que l'Europe vit un moment Lehman, en référence justement à l'écroulement de Lehman Brothers en 2008. Et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de m'interroger, même si effectivement le Crédit Suisse fait partie de ces banques qui sont protégées, ou en tout cas pour lesquelles on ferait tout si elles devaient être amenées à s'écrouler pour les renflouer. Voilà, je ne suis pas insensible à cet avertissement qui nous a été adressé. Mais le problème, c'est que Muriel Robini avait aussi prévu l'effondrement de l'euro et qui s'est gravement planté. Il a du mal à comprendre comment fonctionne la zone euro et l'Union européenne. Voilà. Il est très bon pour ce qui est du marché américain, pour le marché européen. En tout cas, on l'aura compris, Jean Quatremer s'applique à essayer de nous rassurer, ce qui n'est pas forcément rassurant d'ailleurs. Le regard de Louison, un dessin de Louison. Moi, je vais vous dérassurer, je ne sais pas si c'est un mot. Si. En tout cas, je vais dans l'autre sens par rapport à Jean Quatremer. Je pense qu'il est 2008 moins le quart. Ouais. Moi, je pense que préparez-vous. Merci Louison. Votre duel de la semaine maintenant, Frédéric. Il oppose un homme et une femme. Oui, à ma gauche, Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris. À ma droite, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Que faire des milliers de tonnes de déchets qui jonchent les trottoirs de la capitale de Paris après 12 jours de grève des éboueurs? Gérald Darmanin met la pression sur Anne Hidalgo par l'intermédiaire de la préfecture de police de Paris. Il demande à la ville de procéder à des réquisitions pour enlever les ordures au nom de la salubrité publique. La maire de Paris a pris la plume pour lui répondre. C'est non, pas de réquisition de la part de la municipalité. La situation actuelle est imputable au gouvernement, dit Anne Hidalgo. Elle soutient d'ailleurs les revendications des éboueurs. Et puis elle termine cette lettre en précisant que c'est l'État qui a la main sur la décision de réquisitionner ou pas des grévistes. Une missive ferme, sèche, elle ne prend pas de gants. Et selon Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, Anne Hidalgo fuit ses responsabilités. Elle a expliqué qu'elle soutenait le mouvement et qu'elle était totalement du côté de cela. Donc ça veut dire qu'elle l'assume
au nom de la communauté, au nom de la commune de Paris, et donc elle impose finalement aux Parisiennes et aux Parisiens les conséquences de cela. Et d'ailleurs, l'exécutif n'en est pas resté là. La préfecture de police a annoncé qu'elle allait bien réquisitionner des éboueurs pour nettoyer les rues de la capitale française. Un passage en force, dénoncent les élus socialistes, une sorte de 49.3 de la poubelle, pourrait-on dire. Alors si ce dossier a pris une telle ampleur, c'est parce que les deux camps y trouvent une confirmation de leurs propres arguments. Pour Gérald Darmanin, pour le gouvernement, c'est bien la preuve que l'opposition est irresponsable et qu'elle favorise le chaos visuel, le chaos sanitaire. Pour l'opposition de gauche, en revanche, cette grève des éboueurs vient rappeler l'importance des métiers dits de première ligne, ce dont on a tellement parlé pendant la crise sanitaire, au travail parfois peu visible et physiquement difficile, directement touché donc par le report de l'âge légal. Écoutez par exemple le député insoumis de la Somme, François Ruffin. Puisque la place est libre, que Gérald Darmanin prenne la place d'un éboueur pendant une semaine, avec Gabriel Attal, avec Emmanuel Macron, qu'on les voit courir derrière la benne à ordures pour ramasser les déchets. Vous voyez, qu'on les voit faire ça pendant une journée, pendant une semaine, et qu'à la fin, ils fassent une conférence de presse en disant « Ouais, en effet, c'est un métier qui est vachement sympa, on respire bien, c'est vachement tranquille, on comprend que là-dedans, on puisse aller jusqu'à 64 ans. » Moi, je suis admiratif du travail des éboueurs. Alors, entre Gérald Darmanin et Anne Hidalgo, ce n'est pas seulement un petit combat politicien, c'est aussi une bataille en mondovision quasiment, puisque la presse étrangère, vous l'avez vu, fait des articles sur ces tonnes de poubelles qui ne sont pas ramassées. La ville lumière, une décharge à ciel ouvert, titre le quotidien conservateur espagnol El Mundo. Arthur Chevalier, qui est responsable? En fait, dans cette histoire, ça n'a rien à voir avec le 49.3 et les retraites en réalité. C'est-à-dire que c'est une question de compétence, d'accord? Les collectivités doivent s'occuper de la salubrité de leur ville. Si elles ne le font pas, l'État a le droit de se substituer. Donc à un moment donné, on peut raison garder. Je crois que la question, c'est pas seulement les poubelles, c'est celle des rats. Il suffit de se promener dans Paris pour voir qu'ils sont partout. Et les rats, ça véhicule, sur mulot, comme on dit. Bien sûr, ça véhicule des maladies. Donc à un moment donné, on peut se calmer un petit peu et admettre qu'à Paris, si on peut éviter une épidémie qui est propagée par des rats, la question des éboueurs n'a rien à voir. C'est pas pour ça que les éboueurs ne font pas un travail difficile. Enfin, je veux dire, c'est une question qui est annexe. Il faut rester un petit peu concentré sur ce qui se passe. Je veux dire, on peut pas continuer comme ça. Sauf que la réquisition, ce serait aussi contourner le droit de grève, Rokhaya Diallo. La réquisition n'a pas toujours existé. Hein. C'est justement un contrepoint au droit de grève qui a été introduit récemment dans le droit français. C'est pas quelque chose qui a toujours existé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la grève, elle est justement faite pour provoquer un dysfonctionnement. C'est pour rendre visibles des métiers qui ne sont pas suffisamment valorisés. Et ce que je constate, c'est que ce métier qui est assuré quotidiennement par les éboueurs n'est absolument pas visible que lorsqu'ils décident de cesser de travailler pour protester contre le fait qu'on veuille les contraindre à travailler 2 ans de plus, alors que c'est un métier extrêmement pénible. Au-delà du physique, ce sont des personnes qui sont au travail à 4h30 du matin et qui, toute leur vie, souffrent de sommeil en retard, enfin de difficultés liées au sommeil. Et je pense que c'est important de rappeler que quand on fait grève, c'est pour souligner l'importance de son métier dans la société. Avec une différence qu'on constate à Paris, Jean Quatremer, c'est que cette grève, elle a lieu dans les arrondissements qui sont gérés par le public et pas par les entreprises privées. Il y a à peu près d'ailleurs la moitié des arrondissements gérés par le public, les autres par le privé. Exactement, vous êtes dans le coin de Bastille, les rues sont propres, nettoyées, ça dépend des arrondissements, le 5e et le 6e, c'est une décharge à ciel ouvert qui est assez étrange. Et je pense que ça plaide, à mon avis, ça ne va faire qu'accélérer un mouvement vers la privatisation, puisqu'on voit bien que c'est les secteurs qui sont privatisés qui fonctionnent. Donc ce qui est bloqué, la France devait être à genoux, en fait c'est le service public, c'est le secteur public qui tente de mettre la France à genoux. Le privé, lui, continue à travailler. Et je ne crois pas qu'un éboueur du secteur privé fasse un travail moins pénible qu'un éboueur du secteur public. C'est ça qui est quand même assez étonnant. Donc ça va accélérer, à mon avis, la privatisation, comme d'ailleurs les grèves à répétition dans les transports en commun ont accéléré l'automatisation des lignes de métro. D'ailleurs, les lignes de métro qui fonctionnent non-stop, ce sont celles qui sont automatisées. Un dessin de notre ami Louison, un dessin adressé au ministre de l'Intérieur, me semble-t-il. Je pense que oui, Anne Hidalgo, dans son combat face à ça, a un allié de taille qui est un petit, voilà, qui va donner les mêmes conseils de se calmer, de se détendre. Merci Louison. C'est l'heure maintenant de la une internationale. C'était ce matin, à la une du quotidien britannique Times. Les superpuissances s'affrontent dans le ciel. Après 2 jours d'incertitude, la preuve, par l'image, que c'est bien un chasseur russe qui a abattu un drone américain au-dessus de la mer Noire. Un dérapage de plus qui montre qu'au-delà de la guerre en Ukraine, un affrontement direct, celui-là, entre Moscou et Washington, n'est pas totalement inimaginable, Jean Quatremer.
D'abord, on ne sait pas qui a donné l'ordre de heurter. Je veux dire, la manœuvre du pilote. C'est pas s'il y a un ordre, mais on sait que c'est un avion russe. C'est un avion russe, il était seul. Hein. Voilà, qui a pris la décision. Voilà, il a pris, semble-t-il, la décision seul. Et en plus, c'est une manœuvre, mais de débile mental. Il est avec un chasseur qui vaut des milliards vous savez, vous très bien. Vous n'auriez jamais fait ça. Je doublais Tom Cruise dans le film, comment ça s'appelle ? Top Gun. Dans Top Gun, voilà, exactement. Et donc, mais là, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Il n'avait qu'à tirer un missile. On ne heurte pas un drone de cette façon-là. C'est pas la première fois qu'il y a des avions comme ça qui sont abattus de part et d'autre. Hein. Il y a eu des précédents dans l'histoire. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu une série de U-2, ces avions espions des années 60 qui ont été abattus par les soviétiques. Ça n'a pas déclenché de guerre. Il ne faut pas avoir peur à ce point-là. C'est-à-dire que les deux parties savent parfaitement gérer ce genre de choses. Il y a des provocations. Il y a même parfois des morts américains causés par des soviétiques, par des Russes ou des soviétiques. Et on évite d'aller jusqu'à l'affrontement nucléaire. Il y a quand même une prise en main de la communication par les Américains, là, qui ont dévoilé cette vidéo. Qui ont dévoilé les images et qui ont bien montré que, comme d'habitude, les Russes mentaient positivement, à savoir que non, ce n'est pas une rencontre fortuite, ce n'est pas un malentendu. Il y a un largage de gaz sur un drone, a priori, même si c'est un acte isolé, entre guillemets. D'ailleurs, je précise que le pilote, aujourd'hui, est une star à Moscou, évidemment. Donc ça en dit long sur la guerre de communication qui se joue et que les Américains sont décidés à gagner en passant pour ceux qui mènent une guerre juste, au fond. C'est un petit peu leur logique. Oui, même si ça fait partie des incidents qui peuvent provoquer une escalade, si l'une des deux parties, en tout cas, souhaite monter en régime, Rokhaya Diallo. Oui, mais en fait, les accusations peuvent toujours survenir de part et d'autre. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on va accuser les Russes d'avoir attaqué un équipement américain, mais de l'autre côté, on va dire que l'équipement américain était aussi là à des fins d'espionnage. Donc, sur la mer Noire. Voilà, sur la mer Noire, dont la Russie agit comme si elle lui appartenait dans son intégralité. Donc, voilà. Oui, absolument. Mais oui, absolument. De toute façon, à partir du moment où on est dans les eaux internationales, aucun territoire n'a autorité. Mais c'est vrai que l'usage des images, je pense qu'il ne faut pas non plus se laisser complètement... en tout cas, aborder cela complètement naïvement. Les Américains font aussi la guerre avec les images. Et ces images-là servent un propos qui est celui, de leur orientation politique. Les images, évidemment, participent aussi de la communication de part et d'autre. Absolument. Et puis, il y a les dessins aussi, hein, Louison qui sont des images. Juste fini, tout chaud, sorti du four. Ah oui. Voilà, moi je pense que ça les change, les poissons de la mer Noire. Voilà, vous avez raison de positiver. Hein. Mais oui, je suis comme ça, moi. Merci Louison. Sonia, on va enchaîner maintenant avec votre point com de la semaine. Et Sonia, vous qui êtes toujours en avance sur votre temps, et bien grâce à vous, on va se projeter dans 500 jours. Et oui, les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans moins de 500 jours. Le compte à rebours a été lancé cette semaine et sur Twitter, le compte officiel de Paris 2024 en est tout émoustillé, vous allez voir. Êtes-vous prêts, demande-t-il, à vivre des émotions exceptionnelles avec ces images de poils qui se dressent. Plus de 500 jours avant le grand frisson. Le grand frisson, pour l'instant, il est surtout du côté des organisateurs, hein, puisque beaucoup de dossiers restent encore à boucler, le budget, la sécurité et surtout, évidemment, les transports. Selon un sondage, seuls 22% des Français seraient confiants dans notre capacité à être prêts pour l'événement. On reconnaît là notre optimisme légendaire. Sur les réseaux sociaux, le ton est particulièrement sarcastique. Il faut dire que la campagne de com a été lancée avec un petit couac dès le début. Vous allez voir ces visuels qui ont été lancés sur les réseaux sociaux. À gauche, le visuel en anglais, 500 Days to go, plus que 500 jours. Mais la traduction a été réalisée un petit peu à la va-vite, visiblement sur l'affiche en français, puisque ça donne 500 plus que jours, voilà, copier-coller raté. Voilà, les internautes évidemment se sont moqués. Le graphiste ils sont comme ça. Le graphiste de Paris 2024 serait-il un disciple de Maître Yoda? Quelques jours tu attendras. Le tweet a été supprimé, mais les moqueries ont continué. Ainsi que les détournements. Général grève, voilà, grève générale évidemment. Le climat politique et social est dans toutes les têtes, y compris sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron a formulé le vœu cette semaine que tout le monde se sente associé à ces Jeux. Ça aurait été bien que tout le monde se sente associé à la réforme des retraites, déjà, lui répond-on. Le chef de l'État que l'on retrouve aussi dans un photomontage qui a beaucoup circulé. On retrouve cette crise des déchets aussi dont on parle beaucoup sur Twitter.
Twitter et qui a particulièrement inspiré les internautes. On n'a qu'à déclarer le lancer de sacs poubelles comme discipline olympique pour les JO. Tout le monde peut participer et puis ça changerait un peu du javelot. Autre idée, le saut en longueur, version JO de Paris 2024. Voilà ce que ça pourrait donner. Et puis d'autres ont même proposé une nouvelle mascotte pour les Jeux. Voilà. Un petit animal. Bref, certains prédisent carrément l'apocalypse aux visiteurs qui auraient l'audace de se risquer dans la capitale à Paris 2024. Voilà, les touristes étrangers quand ils vont débarquer au JO de Paris. Plus sérieusement, la question des transports, je le disais, donc, est sans doute la plus problématique. C'est le gros point d'inquiétude. Les internautes franciliens connaissent bien, évidemment, pour les vivre au quotidien, les difficultés de nos transports publics et imaginent assez mal comment, finalement, ça pourrait bien se passer avec ces centaines de milliers de touristes. Qu'est-ce qu'on va rigoler pendant les JO, le RER B en panne avec le mec ayant payé la journée d'athlée 850 € dedans. Alors, je ne sais pas si on va rigoler, Arthur Chevalier, les Parisiens constateront que les Jeux vont avoir un effet positif dans leur vie. C'est ce qu'a assuré Anne Hidalgo cette semaine. Vous partagez cet optimisme ou plutôt le pessimisme des réseaux sociaux? En réalité, je pense que la France s'est ridiculisée très récemment dans l'organisation d'événements sportifs majeurs. On pense tous à la finale de la Ligue des Champions où des supporters anglais ont été agressés, où le ministre de l'Intérieur a menti. Et en fait, quand on voyage, mais juste à Vienne, à Londres, dans des capitales européennes, dont les pays ne sont pas spécialement dans un meilleur état économique que le nôtre, pas nettement en tout cas, on se rend compte que Paris, ça ne fonctionne plus du tout. C'est quelque chose d'assez évident. Et je crains que pour des touristes qui viennent à Paris, le choc culturel soit un peu vif. Et les derniers événements montrent qu'effectivement, on n'est pas toujours à la hauteur, effectivement. Vous partagez cette inquiétude? C'est vrai que si on a du mal à assurer les transports pour un concert de Beyoncé, je ne sais pas si on peut vraiment... Voilà, mais en fait, ce qui me revient à l'esprit, c'est que c'est possible. Je pense à Londres, il y avait une forme d'enthousiasme. Ça nous fait tous plaisir aussi à tous un peu de râler, mais c'est vrai que dans le dossier de candidature, en tout cas de présentation du projet de Paris, il y avait quand même une partie du projet qui misait sur la ligne 16 et la ligne 17, qui ne seront pas là l'année prochaine. Donc à un moment donné, il faut aussi être réaliste par rapport à des choses qui ont été annoncées, qui ne seront pas disponibles au moment des JO. Un dessin de notre ami Louison. Écoutez, moi je prends la ligne 13 régulièrement, donc s'il y a besoin d'aide, faut me dire. Donc oui, je pense que pour les transports, c'est peut-être pas encore ça, mais que pour l'haltérophilie, en termes de sacs poubelles et autres, on n'est déjà pas... Merci Louison. Frédéric, on va enchaîner avec un autre dossier qu'on a déjà évoqué de façon subliminale. C'est donc cette fameuse réforme des retraites. Et la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a donc décidé d'actionner le 49.3 pour faire adopter ce texte sans vote. Et les oppositions requinquées, la mobilisation relancée après cette décision de la Première ministre, effectivement, avec des manifestations et des incidents dans plusieurs villes hier soir, partout en France. La survie du gouvernement tient maintenant à des procédures, à des motions de censure qui auront lieu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Mais quoi qu'il arrive, l'autorité de l'exécutif est déjà, par définition, fragilisée avant une nouvelle journée d'action annoncée par les syndicats jeudi prochain, le 23 mars. Rokhaya Diallo, c'est une crise sociale ou c'est une crise de régime ? C'est un mélange des deux, une crise de régime parce que le gouvernement avait misé sur la légitimité parlementaire et finalement a renoncé quelques minutes avant le vote de l'Assemblée à des voix qu'il ne pensait pas obtenir pour imposer une réforme face à un pays qui traverse un mouvement social historique qu'on n'a pas vu depuis 30 ans, une opinion qui peu à peu au fil des semaines, au fil des mois s'est montée contre le gouvernement et donc des citoyens, des citoyennes français qui ont le sentiment d'être contournés et d'être exposés à des méthodes extrêmement brutales. Donc je crois que c'est très très compliqué aujourd'hui en termes de légitimité pour le gouvernement, pour le président de la République de perdurer, en fait, tout simplement. Le gouvernement, Frédéric, qui avait dit qu'il n'utiliserait pas le 49.3 et qui s'y est résolu, c'est donc un échec. Et pour lui, pour autant, vous allez entendre les ministres qui se sont exprimés depuis hier soir. Non, Renaud, ça n'est pas un échec. Ça n'est pas un échec puisqu'il y a un texte et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, mise en œuvre. Je considère que nous avons vocation à continuer de gouverner dans ce pays et que le choix de la méthode de la Première ministre, qui est celui de la concertation et la recherche de compromis, etc., c'est quand même un choix qui a porté ses fruits dans d'autres textes. Jean Quatremer, les jours sont comptés pour ce gouvernement Borne ou pas? Non, je ne pense pas une seconde. Non. Et il faut arrêter avec le côté crise de régime. Le 49.3, ça fait 100 fois qu'il a été utilisé. Je rappelle sous la Ve République. Sous la Ve République, bah oui, parce que c'est une création de la Ve République. Sous la 3e ou la 4e, il n'y avait pas de 49.3. Non, mais c'est pas sous Elisabeth Borne. Oui, ça.
C'est la 11e fois. Je ne vous avais pas vu venir. Oui, effectivement, c'est 100 fois depuis 1958. Mais on a l'impression que ça fait 100 fois, là. Et donc, et je vous signale quand même que la dissuasion nucléaire est passée au 49.3, que la CSG est passée au 49.3. Il y a toute une série de réformes fondamentales qui sont passées au 49.3, dont des budgets qui impactent chaque année les Français. Donc, il faut arrêter avec ces « mon Dieu, c'est pas démocratique », etc. Ils ont utilisé ça. Imaginez même c'est légal, que la réforme... mais est-ce que c'est forcément légitime du point de vue de Macron? Il n'y avait pas de mobilisation sociale aussi hostile, hein. C'est différent. Il y a eu des mobilisations sociales, par exemple sur le CPE, comme sa première embauche, qui était finalement il a été voté après, mais il a été abandonné après. Mais néanmoins, moi, j'ai du mal à suivre les critiques concernant cette méthode de gouvernement. C'est un instrument. Imaginez même qu'il y ait eu un vote. Imaginez qu'il y ait eu un vote. Et la réforme passe avec 2 voix. On aurait dit quoi? Mais c'est 2 voix de majorité, alors que le pays est contre. C'est pas une réforme légitime. Quoi qu'ait pu faire Emmanuel Macron, on l'aurait critiqué. Le problème fondamental, je crois que là, on arrive en bout de course, le problème fondamental, c'est l'idée même de la réforme, la nécessité même de la réforme. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, effectivement, a mis le pays dans un corner en se lançant dans une réforme, ce qu'on appelle paramétrique, c'est-à-dire en retardant l'âge de la retraite et en mobilisant le pays contre cet âge de la retraite. Alors qu'on savait tous parfaitement qu'il suffisait d'accélérer le passage à un nombre d'annuités supplémentaires, 45, 46, ce qui permettait... Accélérer la réforme dite Touraine qui avait été votée sous la gauche. Exactement, c'était le point de départ, c'était ça l'idée. Et les 64 ans, on a l'impression effectivement que ça vise les gens qui ont commencé très tôt à travailler. Et ça, c'est pas, de ce point de vue-là, ça pose un problème, une question sociale fondamentale. Visiblement, Jean Quatremer n'a pas l'air très choqué par le recours à l'article 49.3, ce qui n'est pas le cas d'une bonne partie évidemment des Français, et notamment on a vu des rassemblements, des manifestations dès hier soir, et puis les syndicats eux-mêmes qui appellent à poursuivre, à prolonger, à amplifier le mouvement social, Frédéric. Et d'après eux, ce 49.3, c'est une démonstration de faiblesse. Écoutez par exemple Laurent Brun, le secrétaire général CGT des cheminots. Ça confirme un aveuglement et un enfermement de ce gouvernement qui n'écoutait pas l'opinion publique, qui n'écoutait pas les salariés, qui maintenant n'écoute pas les parlementaires. Il faut impérativement que ce gouvernement revienne à la raison, puis c'est une magnifique démonstration de faiblesse. Les salariés veulent reprendre la main sur le gouvernement par la grève. Et donc nous allons continuer notre action pour reprendre la main sur la vie de notre pays. Alors, faiblesse du gouvernement, Arthur Chevalier nous dit ce responsable syndical, faiblesse aussi de la droite, de LR, qui défend une réforme similaire des retraites depuis des années et qui n'a pas été capable de se rassembler. Alors, ce qui est vrai, c'est que la méthode du gouvernement relève d'un autoritarisme assez malséant, ça c'est clair, hein, c'est pas une image de la démocratie qu'on aime beaucoup, ce qui se passe en ce moment. Cela étant, l'opposition a été en dessous de tout, avec une opinion ultra favorable pour cette réforme, des syndicats exemplaires, il y avait tout pour faire quelque chose de bien, et effectivement, si soi-disant cette réforme est indigne, que ce gouvernement joue à ce point contre l'intérêt du pays, mais votez donc la motion de censure. À la limite, que des partis comme LFI ou RN... Ça, ce sera peut-être le cas lundi, d'ailleurs. Il y a une motion de censure seront débattues. Cela dit, apparemment pas, parce qu'Éric Ciotti a été très clair. Il faut, je crois, 30 parlementaires de droite pour que ça soit fait. Le patron de LR. Donc, si ils veulent prendre leurs responsabilités et vraiment être à la hauteur du parlementarisme, comme ils n'arrêtent pas de le dire, eh bien, votez cette motion de censure. Personne n'en voudra à LFI ou RN de faire tomber un gouvernement. Il ne s'agit pas d'un accord de principe ou idéologique. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de majorité alternative. Ben non. Apparemment pas. C'est-à-dire que si vous êtes responsable dans ce cas-là, vous faites tomber un gouvernement avec une alternative. Rokhaya Diallo, s'il n'y a pas de majorité alternative, mais s'il n'y a pas pour autant de majorité absolue actuelle, on l'a vu justement, c'est pour ça que le gouvernement a recouru à l'article 49.3, est-ce que d'un point de vue démocratique, la logique n'est pas de retourner aux urnes, de dissoudre et de provoquer des élections? Bien entendu, Emmanuel Macron, quand il a été réélu, a dit qu'il avait conscience du fait qu'il avait été élu contre le Rassemblement national et que les personnes qui avaient voté pour lui n'adhéraient pas à tout ce qu'il allait proposer. Donc cette manière de faire comme s'il avait cette légitimité institutionnelle de président qui mécaniquement offrait un soutien de tous les citoyens, elle n'est pas démocratique. D'autant plus que les protestations sont explicites et sont extrêmement nombreuses. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? C'est quoi la porte de sortie, selon vous, Jean Quatremer? Alors d'abord, il faut voir un peu si le mouvement va continuer ou pas. Ça, c'est la question fondamentale. Est-ce que ça sera un mouvement de grève? Est-ce que ce sera des mouvements alternatifs? Est-ce que la jeunesse va continuer, une partie de la jeunesse va continuer à se mobiliser ou pas? Donc, il faut observer ce qui se passe. Et deuxième chose, il va falloir qu'Emmanuel Macron trouve le moyen de rebondir. Et notamment, peut-être, puisque vous critiquez tous l'usage du 49.3, peut-être enfin faire cette réforme des institutions qu'il promet depuis très longtemps. Il faudrait peut-être s'y atteler pour fournir un nouveau... C'est moins le 49.3 que la méthode, en fait, quand on parle d'autoritarisme. C'est-à-dire que, bon, peut-être que la réforme n'est pas bonne à défendre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la méthode, elle n'est pas du tout bonne à défendre du tout. Merci à tous les trois. Le regard de Louison, un dessin.
Alors, fumer tue, vapoter en fume un peu. Donc, c'est une mauvaise habitude, ce 49.3, mais la Première ministre, elle en a quelques-unes. Merci Louison. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invitée de la semaine. Aurélie Samuel est historienne de l'art, conservatrice du patrimoine. Bienvenue à vous, installez-vous. Vous signez la préface de ce catalogue de la superbe exposition Kimono qui se tient donc au musée du Quai Branly à Paris. Alors on connaît tous le kimono, un vêtement mythique de la culture japonaise qui s'est répandu aujourd'hui et de longue date partout en Occident. C'est même devenu d'ailleurs un accessoire de mode. Mais quelles sont, Aurélie Samuel, les origines du kimono? Quand et comment est-il né? Alors on pense que le kimono est apparu aux alentours du 7e siècle, en fait, lorsque le Japon était fortement influencé par la Chine et que la Chine portait des vêtements à l'époque des Tang très amples. Et de fil en aiguille, si je peux m'exprimer ainsi, le kimono en fait a été réadapté au Japon et a été utilisé. Alors kimono, c'est un terme un peu impropre parce que ça veut simplement dire chose que l'on porte sur soi. Oui. Mais le terme, en fait, voilà, ça désigne un petit peu tous les vêtements au Japon. Donc le terme exact, en fait, c'est kozode, et on le voit justement à l'image. Ça veut dire petite manche. Alors c'est pas tant finalement la longueur de la manche que l'ouverture par laquelle on passe le poignet. Et le kozode, il évolue en fait jusqu'à l'époque contemporaine, très peu, mais il évolue tout de même en fonction de la longueur et de l'ouverture des manches. Et comment et quand a-t-il commencé à s'exporter, à sortir du Japon, le kozode, et donc à se répandre en Occident? Alors en fait, c'est beaucoup plus récent, ça. Voilà, le Japon a été fermé à l'Occident pendant très longtemps, jusqu'à l'ère Meiji, jusqu'en 1868, et notamment pendant l'époque d'Edo, les frontières étaient très fermées. Il y avait quelques ports, Nagasaki, qui avaient ouvert. Au 19e siècle, en fait, les premiers comptoirs et les premiers occidentaux arrivent au Japon, et les Japonais commencent aussi à voyager. Et ce qui est curieux, finalement, c'est que c'est au moment même où les Japonais commencent à ne plus porter le kimono, à l'abandonner en fait, que les Occidentaux vont le découvrir et vont commencer à le porter dans leurs intérieurs. Alors les élégantes commencent à le mettre, les collectionneurs le portent aussi sur eux. Et les Japonais, ils ont abandonné le kimono, et notamment les femmes. Ça a accompagné, si vous voulez, l'émancipation des femmes. Parce qu'en fait, le kimono, comme on peut le voir et comme on le voit sur les différentes images, c'est un vêtement qui est unisexe, qui est semblable pour tout le monde, qui correspond à toutes les classes de la société. Et la seule manière, en fin de compte, de le porter, de le différencier en le portant, c'est la manière de le nouer et le décor qu'il peut y avoir dessus. Et le hobby, en fait, qui sert le kimono, c'est une ceinture qui est quand même extrêmement rigide, qui contraint. Un corset, en fait. Mais exactement. Le kimono, en fin de compte, le hobby, c'est une forme de corset. Et les femmes, lorsqu'elles ont commencé à travailler, en fin de compte, à le porter, avoir envie de quelque chose de plus commode dans la vie quotidienne, elles l'ont abandonné parce que, justement, ça les contraignait énormément dans leur démarche. Donc vous nous dites, c'est presque comme le béret en France, c'est quelque chose de cliché, mais plutôt folklorique aujourd'hui? Alors c'est resté... Alors oui, au Japon, on l'a plus ou moins abandonné. On le garde pour les cérémonies de mariage, pour les grandes étapes de la vie, les grands rites de passage. Il y a encore quelques personnes, on va dire, surtout les personnes âgées traditionnelles qui le portent, mais la plupart des Japonais, depuis le 19e siècle, s'habillent... Ils préfèrent porter le béret aujourd'hui, c'est pas... Oui, exactement. En tout cas, ils préfèrent s'habiller à l'occidental, c'est beaucoup plus pratique. Renaud, vous portez le kimono? Absolument, oui, mais dans l'intimité. On en parlera hors antenne. Sonia, vous qui les tricotez. Il n'y a pas de renouveau aujourd'hui dans la jeunesse japonaise. On a vu qu'il pouvait être associé aussi à la pop culture ou à des grandes stars. On pense évidemment à Bowie ou à Freddie Mercury qui l'ont porté. Alors en fait, le kimono, donc il a été un petit peu abandonné, le kimono traditionnel, mais il y a des couturiers, comme par exemple d'abord des couturiers japonais, d'abord Kenzo, Junko Nishino, Issey Miyake, qui ont commencé finalement à le retravailler. Et c'est quand ces couturiers, parce que vous me demandiez à partir de quand l'Occident finalement l'a eu ce kimono. Eh bien, c'est une période qui s'appelle le japonisme, donc au 19e siècle, et qu'il est arrivé. Et dans les années 60, on assiste à une forme de second japonisme avec l'arrivée en Occident des couturiers japonais qui ont amené justement une nouvelle façon, une façon de renouveler le kimono. Et pendant toutes les années 70, énormément d'artistes vont s'en inspirer, dont effectivement Freddie Mercury, mais Bowie. Et Bowie, notamment, était très intéressé par le théâtre kabuki, qui est ce théâtre qui est né à l'époque d'Edo au XVIIe siècle, et qui est un théâtre très populaire, très divertissant par rapport au théâtre de No. Et il va travailler avec Kenzai Yamamoto, qui est un couturier japonais qui va lui faire ses costumes de scène et qui sont inspirés du kabuki. Le kabuki, il a la particularité d'être un théâtre dont que les hommes jouent tous les rôles, y compris les hommes de femmes, les rôles de femmes.
Et donc, on a l'impression que c'est un nonagata, c'est-à-dire un rôle de femme. Aurélie Samuel, merci beaucoup. Vous avez comblé Jean Quatremer qui ne savait pas quoi. Il portait le kimono quand il était ceinture jaune, c'est ça? Voilà, au judo. Merci Aurélie Samuel. Il faut surtout aller voir cette formidable exposition au musée du Quai Branly à Paris, Kimono, jusqu'au 28 mai. Et puis, il faut se plonger dans cet album, ce catalogue de l'exposition paru chez La Martinière et vous lire. Merci à vous. Vous n'allez pas repartir les mains vides. On a une œuvre pour vous, une œuvre de Louison. Alors vous allez me trouver monomaniaque, mais moi, culture japonaise, je pense aussi au sumo et je me dis que comme Chirac, Macron est peut-être un peu fan de ce genre de culture. Ça se porte pas tout à fait comme le kimono, mais... C'est plus serré sur la taille. Merci Louison. Pas vraiment. Merci Aurélie Samuel. C'est maintenant l'heure de retrouver un homme à qui vous allez céder la place tout de suite. Un homme qui aime bien sûr à porter le kimono, entre autres, c'est notre ami Claude Askolovitch. Bienvenue Claude, bienvenue à vous, installez-vous. C'est l'heure de votre histoire de la semaine. Et cette histoire, cette semaine, c'est une histoire de guerre et de bière. Absolument. Bonsoir Renaud, bonsoir mes amis. Mais attention, je suis venu vous parler d'un splendide vestige de la puissance française que menace la Russie. C'est une brasserie, vous l'avez dit Renaud, car la bière, voyez-vous, c'est la continuation de l'impérialisme par d'autres moyens. Nous sommes en Centrafrique, pays que nos soldats ont quitté. Ils ont été remplacés auprès d'un pouvoir que menacent des groupes armés par les miliciens de la firme russe Wagner, lesquels ont pris en main la sécurité, se sont servis sur des corps de femmes violentées, ont tué des civils, ont pris possession de mines d'or et de diamants et ont même asservi la conscience du peuple par des médias en ligne, outils de propagande à leur service, car en matière de tuerie ou de fake news, les Wagner, messieurs, dames, sont des gens efficaces. Mais à nous, Français, dans ce qui fut l'Oubangui-Chari de notre empire, puis une perle de la Centrafrique, il reste formidable, Stromae, la bière Mocaf, propriété du groupe Castel, géant français de l'alcool, qui a pris possession d'une boisson qui existait depuis le temps béni des colonies, ça c'est Sardou, et dont le slogan dit l'histoire, Mocaf, la bière de chez nous, de génération en génération. Oui, mais que pèsent l'histoire et la publicité face aux prédateurs, car les Russes veulent parachever notre grand remplacement et veulent conquérir les soifs de Centrafrique. Ils ont d'abord, ces Russes, lancé une vodka Wanawa, dont ils ont fait dire par leurs médias qu'elle était même bonne pour la santé. D'ailleurs, en Sibérie, il y a plein de centenaires grâce à la vodka. Et après la vodka est venue une bière, Africa Tylor, dont on inonde les bars. Parfois, ce sont les miliciens de Wagner qui la livrent. Elle se vend dans des bouteilles en plastique, comme jadis tient la bière dans les pays de l'Est de l'Europe. Chez Castel, on dit que ce n'est pas très bon. Castel, elle a des bouteilles de verre siglées d'un éléphant. Mais ces délicatesses ne sont plus de mise, car la guerre est là. Les Wagner, voyez-vous mes amis, ont le marketing agressif. Ils ont entrepris de dénigrer la bière Mocaf. Et allant me promener sur des sites pro-russes, j'ai découvert que la Mocaf causait la fièvre, les ulcères, le cancer. Et qu'au 1er janvier passé, un jeune homme, Melvin Nzogalo, serait mort après avoir fêté l'an 9 en buvant 2 Mocaf dans un dancing. Un autre, attention Renaud, serait devenu aveugle. Mais la Mocaf, disent les médias pro-russes, ne serait pas simplement un poison, elle serait aussi une bière terroriste contre laquelle on organise des manifestations. Castel, c'est la mort! Et ici, pas de chance, une enquête judiciaire a effectivement été ouverte en France contre une autre filiale de Castel, filiale qui aurait négocié avec un groupe armé massacreur à ses heures pour garantir ses champs de canne à sucre. Qu'il est dur, mes amis, de faire des affaires dans un pays troublé, singulièrement quand la justice de votre propre pays est libre, souci que n'ont pas évidemment nos ennemis de chez Wagner. Et maintenant, nous parlons avec prudence, car tout n'est pas prouvé, mais il semblerait que nos concurrents russes soient devenus physiques. Ce seraient eux qui auraient envoyé en janvier des drones survoler la brasserie avant de diligenter les costauds armés qui, au début de ce mois, ont balancé de nuit des cocktails Molotov sur la brasserie, détruisant des stocks de Mocaf, pas tous les stocks quand même. Depuis, on enquête. Les porte-voix des Wagner parlent de provocation. Ils nous opposent un attentat dont a été victime un représentant des intérêts russes en Centrafrique. Et ici, mon Dieu, je frôle la confusion. J'abrège donc cette chronique, mais avant de nous quitter, rappelons-nous quand même, pour ne pas nous croire singulièrement innocents, qu'il y a pile poil un siècle, c'était nos colons, notre administration, nos brutes armées qui mettaient l'Oubangui-Chari en coupe réglée, qui réduisaient les campagnes au travail forcé, qui raflaient les populations pour les envoyer mourir sur le chantier d'une ligne de chemin de fer appelée Congo-Océan. Bien sûr, cela ne justifie pas Wagner, mais cela ne peut pas se dissiper comme on souffle la mousse de la chope un jour d'été. Merci Claude
Skojevich, à Louison, la consommation de bière et les quelques désagréments que cela peut causer, n'est-ce pas? J'ai un grand-père qui était belge, alors forcément dans le sang coule un peu de houblon, mais c'est vrai que le petit problème, c'est que, bon, il faut l'assumer derrière. Merci Louison. Il y a le Congo aussi dans les bagages. Merci Louison. On va enchaîner, mes amis, avec les photos de la semaine. Vous avez chacun choisi un cliché qui illustrera vos yeux l'actualité de la semaine. On va commencer avec vous, Arthur Chevalier. C'est donc la conclusion de l'accord AUKUS entre les États-Unis. Donc on reconnaît Joe Biden, le Royaume-Uni, Rishi Sunak et puis le Premier ministre australien. Nous sommes à San Diego. Absolument, premier rappel d'une grande claque française, puisque cet accord pour des sous-marins, à l'origine, c'était pour la France. Les États-Unis nous avaient court-circuité, clairement. Les Australiens nous avaient donc rendu le contrat. C'est une alliance décisive dans la lutte pour le Pacifique entre la Chine et les Américains. C'est un très beau coup des Américains, puisqu'en fait, l'Australie devient tout simplement le premier poste avancé de l'US Navy en Asie-Pacifique. Et troisième point, c'est effectivement un signal clair d'un retour de logique de guerre froide, très clairement, puisque la Chine ne peut pas en dire autant et n'a aucun équivalent dans la zone américaine. Je veux dire, il faut imaginer qu'elle occupe les Antilles, pour essayer d'imaginer une situation un petit peu inversée. Donc, grande claque française et très beaucoup américain. Un retour de la guerre froide, disiez-vous l'instant, une alliance donc. Jean Quatremer, on va enchaîner avec votre photo de la semaine à vous. Une autre alliance, en quelque sorte, en tout cas une entrevue au sommet à Moscou entre le dictateur syrien Bachar al-Assad et son homologue russe Vladimir Poutine. Une rencontre de bouchers, on pourrait dire. D'ailleurs, ils s'entendent bien, les deux. Ça montre, cette photo est intéressante. Elle précède la visite la semaine prochaine de Xi Jinping, plutôt de Vladimir Poutine à Pékin pour rendre visite au dictateur chinois Xi Jinping. Et ça montre le nouvel ordre du monde qui est en train de se mettre en place. Pendant toute la guerre froide, c'était le monde libre, au sens très large du terme, puisque ça incluait des dictatures sud-américaines face au communisme. Et désormais, nous avons affaire à des régimes autoritaires, communistes, fascistes, religieux, l'Iran par exemple, contre les démocraties occidentales. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'on voit que tous les pays du Sud, y compris des démocraties, même des démocraties imparfaites, regardent plutôt cette alliance autoritaire, dont cette photo est une illustration, avec les yeux de chimène. Pourquoi? Et c'est très inquiétant pour nous, les démocraties occidentales, parce que pour eux, la Russie, c'est l'héritier de l'URSS, et je suis un peu trop long, je me rends compte. Non, mais c'est passionnant. D'accord, je vais arrêter. Donc l'héritier de l'URSS qui a aidé les luttes de libération nationale, et c'est aussi la lutte contre l'impérialisme américain. Merci Jean, vous êtes passionnant, mais vous avez une petite camarade à qui il faut aussi donner la parole, Rokhaya Diallo. Elle m'avait dit qu'elle me cédait la parole. Je n'ai absolument jamais dit ça. On a négocié avant. Rokhaya Diallo, on va finir avec votre Rokhaya Diallo, avec votre photo. Un retour sur la cérémonie des Oscars et ce film plébiscité, 7 Oscars. Absolument, c'est le film Everything Everywhere All at Once. Et là, on a l'ensemble de l'équipe. Donc effectivement, meilleur film, meilleure réalisation par les deux réalisateurs, les Daniels, parce qu'ils s'appellent tous les deux Daniel. Meilleure actrice, Michelle Yeoh. Meilleur second rôle, Ke-Huy Quan. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que des personnes d'origine asiatique ont autant d'Oscars. On pourrait ajouter la chanson Natu Natu, qui est une chanson indienne qui a reçu l'Oscar du meilleur son. Et c'est vrai que quelques années après la cérémonie de 2016 qui avait été baptisée Oscar So White, des Oscars si blancs, on se rend compte qu'aujourd'hui à Hollywood, on peut faire un film à petit budget basé sur une famille asiatique et remporter un grand succès, y compris un succès critique. Et j'espère vraiment que ça préfigure des changements à Hollywood parce que les acteurs d'origine asiatique sont encore très très peu visibles et souvent enfermés dans des rôles stéréotypés. Merci Rokhaya Diallo. Un dessin, Louison? Sur l'Oscar, moi je n'ai pas encore vu le film, mais je me dis que dans un monde aussi absurde, faire un film de science-fiction, c'est assez coton. Merci Louison. Il est temps maintenant de retrouver notre poète favori, l'inimitable Benoît Forjard, qui nous entraîne dans son merveilleux univers bien à lui. Ce soir, dans Des Rives des Continents, il s'intéresse au bras d'honneur. D'où vient-il? Que signifie-t-il vraiment? Faut-il l'interdire? Bonsoir Renaud. S'il est des gestes qui sauvent, le bras d'honneur n'en fait pas partie. Au contraire, celui qui l'exécute imprudemment pourrait bientôt en répondre devant les juges. Faut-il interdire le bras d'honneur ? On a beaucoup parlé du bras d'honneur ces dernières semaines, bras d'honneur au propre, cataclysme posé sur une dignité qui s'estime meurtrie, ou bras d'honneur au figuré dont on accuse le président à l'attention des syndicats. Mais d'où vient ce bras et d'où tire-t-il son honneur? Omniprésent dans le monde latin et en Europe de l'Est, quand nos amis anglo-saxons lui préfèrent le doigt, plus modeste et moins sonore, le bras d'honneur constitue-t-il un geste archaïque, remugle d'un patriarcat en voie de décomposition, indigne d'une société évoluée, ou bien, à l'inverse,
l'inverse, autorise-t-il l'évacuation de la violence par l'intermédiaire du symbole, métaphore vivante visant à remplacer avantageusement le poing dans la gueule? Car oui, ne l'oublions pas, le bras d'honneur est une métaphore, une figure de pantomime évoquant avec une économie de moyens remarquable l'action d'enfoncer son avant-bras dans l'anus de quelqu'un. Poésie triviale, je vous l'accorde, mais poésie tout de même, et par les temps qui courent, sommes-nous tellement entourés de poètes que nous puissions faire la fine bouche quand il s'en présente un. Alors, plutôt que l'interdiction pure et simple sous peine d'amende, ne vaudrait-il pas mieux promouvoir un bras d'honneur plus rare, un bras d'honneur effectué dans les règles de l'art? Sur le modèle du pass culture, chacune pourrait ainsi se voir autoriser 3 bras d'honneur à effectuer au cours de son existence, quand les planètes de la colère se trouvent alignées et qu'on ne peut plus rien retenir. La fin de l'existence mettrait logiquement un terme au dispositif, mais avant cela, vous auriez loisir de sortir l'arme fatale au nez du maître d'école, du goujat ou du gastro-entérologue indélicat. Sachant la rareté du geste, j'aime autant vous dire que celui à qui il serait adressé mesurerait l'honneur qui lui est fait. Enfin, tout ça est un peu utopique peut-être. Adressez vos bras d'honneur à l'émission qui me transmettra bonsoir. Chapeau et merci Forgeard. Un dessin de Louison avant de se quitter. Finissons sur plus sportif. Il y a rugby ce week-end. France-Galles demain, oui. France-Galles, j'adore ce tour Super G. Et donc je parie sur un petit 49-3, bien sûr. Mais voilà. Ah si seulement. Merci Louison. Merci à tous mes amis. On se retrouve demain à 20h05, après donc le 49.3 de France Pays de Galles, pour un nouveau numéro de 28 minutes samedi avec l'écrivain-réalisateur Michael Prazan. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique, avec un clin d'œil à votre point com de la semaine. Sonia, vous nous le rappeliez, les JO Paris 2024, ça approche, c'est bientôt. C'est donc l'occasion de réécouter Catherine Sauvage, bien sûr, des Jeux Olympiques. Ne me remerciez pas. Tchuss. Ce sera chouette les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique, à la seule force du mollet. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation sur la cendrée. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, sinon de Dieu.